Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de France. Alors, clarifions tout de suite les choses. En réalité, je vais vous raconter l'histoire et la préhistoire du territoire où se situe actuellement la France. Parce que, attention le scoop, la France n'a pas toujours existé. Plein d'autres peuples et cultures humaines ont vécu sur ce territoire avant ça. Alors installez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche, parce que pour tout comprendre, on part direction les origines de l'humanité en Afrique de l'Est il y a 2,5 millions d'années. C'est parti. Il y a 2,5 millions d'années, c'est le moment où le genre Homo, les humains donc, apparaît en Afrique de l'Est. Plusieurs espèces s'y développent et environ 500 000 ans plus tard, une partie de ces hommes et femmes migrent vers l'Afrique du Nord, l'Asie puis l'Europe, s'adaptent chacun à leur environnement et évoluent en différentes espèces, qui elles-mêmes migrent et évoluent encore. C'est ainsi qu'il y a 100 000 ans, la région de l'Europe est peuplée de l'espèce humaine néandertale, qui est plutôt musculeux et trapu et qui est adapté au climat froid des aires glaciaires. Et l'Afrique est peuplée par l'espèce humaine des sapiens, qui est tout simplement nous. Sapiens commence à son tour à migrer hors d'Afrique, se répand en Eurasie et pour des raisons qui nous échappent encore, il supplante les autres espèces humaines. Comme par exemple le Néandertal qui se mélange en partie aux sapiens, puis qui est mené à l'extinction il y a 35 000 ans. Les capacités cognitives de Sapiens lui permettent de développer des croyances, des mythes et de l'art, et il y a environ 10 000 ans, la période glaciaire laisse place à un climat plus tempéré, et des peuples vivant dans une région particulièrement accueillante du Moyen-Orient commencent à réduire leurs activités de nomades chasseurs-cueilleurs pour commencer à développer l'agriculture et à se sédentariser. L'agriculture leur permet de produire plus et donc de nourrir plus de monde, ce qui provoque une explosion démographique qui s'accompagne de la naissance des premiers villages et qui répand ce nouveau mode de vie à l'ouest et notamment vers l'Europe. Les sociétés humaines deviennent toujours plus grandes et complexes jusqu'à former des peuples et des civilisations, comme les Sumériens qui ont été parmi les premiers à inventer l'écriture et à répandre l'usage du bronze vers l'ouest. Et à l'ouest se développent d'autres peuples comme les Étrusques, les Ibères, les Proto-Basques, aussi appelés Aquitains, et les Ligures. Et en 600 avant Jésus-Christ, ce sont les Grecs de la riche cité de Phocée qui traversent la Méditerranée et fondent sur le territoire ligure la colonie de Massalia, future Marseille, qui fonde elle-même plus tard d'autres colonies comme Nice, Antibes, etc. Mais au même moment, plus au nord, des peuples apprennent à maîtriser le fer, et ils en profitent pour améliorer leurs outils et leurs armes, ce qui leur permet d'étendre leur territoire. Ces peuples, on les appelle les Celtes. Le commerce entre tous ces peuples se développe, mais forcément le contact entre tous ces peuples, ça crée aussi des conflits. Tout d'abord au sein même des nombreux peuples celtes, puis entre les Ligures et les Massaliotes, et enfin avec les peuples plus au sud, comme les Étrusques et la République de Rome, qui d'ailleurs se fait saccager par les Celtes sénons autour de 390 avant Jésus-Christ. Mais Rome s'en remet et conquiert de plus en plus de territoires jusqu'à s'imposer comme la plus grande puissance régionale après sa victoire contre Carthage et la Grèce. Mais elle ne s'arrête pas là, car lorsque son allié Massalia se fait encore attaquer par les Ligures et les Celtes saliens, Rome l'aide à les repousser, et elle en profite avec l'aide des Celtes édouins pour conquérir le sud de ce qu'ils appellent la Gaule transalpine. Mais en moins 58, le gouverneur de la Gaule transalpine, c'est Jules César. Il veut pas s'en arrêter là. Et lorsque ses alliés les Celtes édouins lui demandent de l'aide pour bouter les Celtes helvètes hors de leur territoire, il profite de cette grosse porte ouverte pour se lancer à la conquête de la Gaule, bien sûr avec l'aide de quelques peuples celtes alliés. Les Celtes du Nord et l'île de Bretagne résistent, mais tout le reste est conquis en 6 ans. La dernière alliance celte menée par l'Arverne vers Saint-Gétorix se fait battre à Alésia en moins 52, et la Gaule devient alors un protectorat romain. Suite à sa victoire, César prend le pouvoir à Rome, mais il se fait assassiner en moins 44, et quelques années plus tard, c'est son fils adoptif Octave qui prend le pouvoir et qui fonde l'Empire romain. Il divise la Gaule conquise par César en 3 provinces, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique, et c'est Lugdunum, futur Lyon, qui devient la capitale des 3 Gaules, tandis que Narbonne est la capitale de la Gaule narbonnaise. Et malgré quelques révoltes, les Celtes des villes, mais aussi les Ligures, les Ibères et les Aquitains, se fondent progressivement dans la culture romaine. Construction d'aqueducs, d'amphithéâtres, de thermes, les élites adoptent l'écriture latine et les dieux celtes se mélangent aux dieux romains et au culte impérial. En gros, ils deviennent des gallo-romains. Mais au même moment en Judée, un homme nommé Jésus lance une nouvelle religion qui se détache de la religion juive et qui prend le nom de christianisme. La promesse d'une vie éternelle après la mort et les rituels moins stricts que le judaïsme permettent à ce mouvement de se propager dans les villes gréco-romaines et d'atteindre la Gaule 200 ans plus tard.
Par contre, comme les chrétiens croient en un seul Dieu et qu'ils rejettent les dieux gréco-romains et le culte impérial, ça crée des conflits avec l'Empire qui amènent à des persécutions des chrétiens. Mais le mouvement prend tout de même de l'ampleur, au point qu'en 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin légalise le christianisme puis s'y convertit. Le christianisme gagne alors la faveur des élites et finit par devenir à la fin du siècle la religion officielle de l'Empire romain. Et forcément, plus une religion fait d'adeptes et plus il y a de querelles entre telle ou telle interprétation des livres sacrés. Et c'est comme ça qu'apparaît l'arianisme qui vient du nom du théologien Arius, qui pense que Jésus n'est pas né divin à la base, mais qu'il a acquis sa divinité après sa résurrection à Pâques. Ça prend de telles proportions que les évêques doivent se réunir autour d'un concile, le concile de Nicée, pour débattre de la question, et ils finissent par déclarer l'arianisme comme hérétique. C'est-à-dire qu'il condamne ce courant. Mais il a beau être condamné, ce courant se répand quand même dans l'élite romaine et chez certains peuples germaniques. Alors, qui sont ces peuples germaniques ? Il faut comprendre que ça fait en gros un siècle que ces peuples, venus des terres scandinaves, tantôt attaquent et tantôt collaborent avec l'Empire romain, et certains se sont d'ailleurs déjà pas mal romanisés en intégrant l'armée romaine en échange de terres. C'est ce qu'on appelle des peuples fédérés à l'Empire romain, comme les Francaliens, les Alamans, les Burgondes, les Goths, etc. Et c'est cette romanisation qui permet à l'arianisme de se répandre dans certains de ces peuples, se mêlant à leur religion qui est proche de la mythologie nordique. Mais en 370, c'est les Huns, venus d'Asie centrale, qui repoussent les peuples germaniques au-delà des frontières de l'Empire. D'abord les Goths, puis en 406 les peuples vivant plus à l'ouest, qui vont chacun alterner entre conquête et alliance avec les Romains, afin de recevoir en échange des territoires pour s'y installer. Ce qui aboutit à la création de royaumes germaniques fédérés à l'intérieur de l'Empire romain, comme les royaumes des Francs, des Burgondes ou encore des Visigoths. En parallèle, les soldats romains délaissent la Britannie et l'Armorique pour combattre certains peuples germaniques en Gaule, laissant le champ libre à d'autres peuples qui repoussent les Bretons vers l'Armorique. Cette région prend son indépendance et prend progressivement le nom de ses nouveaux habitants, la Bretagne. Et lorsque les Huns, menés par Attila, attaquent à leur tour la Gaule, tous ces peuples forment une alliance pour les repousser lors de la bataille des champs cataloniques. L'alliance gagne, les Huns fuient vers l'est, et les peuples germaniques s'installent alors durablement sur le territoire, au détriment de l'Empire romain. Et tandis que le royaume de Burgondie, future Bourgogne, instaure un climat d'entente entre les Burgondes ariens et les Gallo-romains catholiques, c'est moins le cas dans le royaume des Visigoths, où en 462, le roi Euric impose par la force l'arianisme. Mais plus au nord, le roi Clovis, Lodovic en germain, unifie le royaume des Francs, conquiert ce qu'il reste de l'Empire romain et se convertit au catholicisme. Il gagne ainsi le soutien de l'Empire romain d'Orient, car c'est désormais l'une des seules puissances catholiques de l'Occident, et il gagne aussi le soutien des peuples gallo-romains catholiques qui vivent dans les royaumes Visigoths, Burgondes et Alamans. Et c'est ça qui permet à Clovis puis à ses fils de conquérir leur territoire. C'est le début de la dynastie franque des Mérovingiens. Mais le royaume des Francs a de grosses difficultés à rester unifié. En effet, lorsqu'un roi mérovingien meurt, tous ses fils se partagent le territoire, ce qui amène vite à l'indépendance de l'Aquitaine et ce qui finit par diviser le reste du territoire en trois, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne, chacune dirigée par ce qu'on appelle un maire du palais. Ces derniers gagnent en puissance au point qu'en 687, le maire du palais d'Austrasie, Pépin de Herstal, bat les troupes du roi. Et malgré le fait qu'il le laisse sur le trône, c'est dorénavant lui qui dirige le royaume des Francs. Et son fils Charles, qu'on appellera plus tard Charles Martel, lui succède en 720. Mais avant de parler de Charles Martel, allons voir un peu ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Au début du 7e siècle, le prophète Mohammed réussit à unifier les peuples arabes autour de la religion de l'islam. Et à sa mort en 632, les peuples arabes musulmans lancent une guerre sainte pour répandre l'islam dans le monde. La dynastie des Omeyyades s'étend très rapidement, embarquant avec eux les Maures berbères et atteignent les territoires francs en 719, où ils sont appelés les Sarrasins. Le duc d'Aquitaine les repousse en 721 à Toulouse, mais il perd Nîmes, Carcassonne puis d'autres territoires. Et il finit par demander de l'aide à Charles, qui au terme de 7 ans de bataille, notamment vers Poitiers et à Avignon, parvient à les repousser. En profitant en même temps pour soumettre définitivement la Bourgogne et la Provence, dont certains chefs s'étaient alliés aux Omeyyades. Et les faits d'armes de Charles Martel seront plus tard magnifiés par l'Église pour légitimer sa lignée. Car son fils Pépin le Bref se fait sacrer roi des Francs par le pape en 751, débutant ainsi la lignée des Carolingiens. Il conquiert aussi la Septimanie et l'Aquitaine. Et son successeur Charles le Grand, qu'on appelle plus tard Charlemagne, conquiert la Lombardie et les territoires germains, qu'il christianise par la force, ce qui lui vaut d'être carrément sacré empereur par le pape en l'an 800.
Louis le Pieux lui succède, mais à sa mort en 842, ses 3 fils se font une guerre de succession qui divise l'Empire en 3. La Francie occidentale, la Francie médiane et la Francie orientale, qui est aussi appelée Germanie. 3 raisons vont alors entraîner la chute de l'Empire carolingien. Premièrement, les 3 rois se font la guerre, ce qui les affaiblit fortement. Deuxièmement, c'est à ce moment-là que 3 peuples envahissent simultanément le territoire. Les Vikings venus du nord, les Magyars venus de l'est et les Sarrasins venus du sud. Et troisièmement, les rois perdent progressivement leur pouvoir au profit des seigneurs des nombreuses principautés. C'est ce qu'on appelle le système féodal, et les duchés et les comtés autonomes commencent alors à construire des châteaux forts, d'abord en bois, puis en pierre, pour se défendre contre les invasions. En 911, les Carolingiens perdent définitivement la Francie orientale, et la même année, le roi de la Francie occidentale est obligé de donner un territoire au chef viking Rollon, afin de contenir leur invasion. Pour la petite histoire, les descendants de Rollon créeront le puissant duché de Normandie, Normandie qui signifie la terre des hommes du Nord, les Vikings donc, et l'un d'eux, Guillaume le Conquérant, deviendra roi d'Angleterre en 1066. Mais revenons au Xe siècle. L'influence du roi de la Francie occidentale est maintenant limitée à un territoire restreint et son rôle est plus symbolique qu'autre chose. Ce sont les évêques et les grands seigneurs des duchés et comtés autonomes qui ont le pouvoir et qui élisent le roi sans soucier qu'il soit de la lignée carolingienne ou non. Et en 987, c'est Hugues Capet, de la famille des Robertiens, qui est élu roi. Il a l'avantage pour les seigneurs d'être d'une famille puissante mais récemment affaiblie et donc contrôlable, et en plus il a un fort soutien de l'Église. Et bien que son territoire ne s'agrandisse que très peu durant les 2 siècles suivants, cette famille parvient à conserver le titre royal. C'est le début de la dynastie des Capétiens. Côté religion, de nombreuses divergences d'interprétation des évangiles s'accumulent, notamment à propos du filioque, qui mènent en 1054 à la division du christianisme entre catholiques et orthodoxes. Mais ça n'empêche pas les chrétiens de faire traditionnellement leur pèlerinage vers Jérusalem en accord avec les califats arabes musulmans qui sont sur place. Mais en 1071, l'empire turc seljoukide envahit l'empire romain d'Orient et par là même occupe la Terre Sainte, empêchant les chrétiens de faire leur pèlerinage sur le tombeau du Christ. L'Empire romain d'Orient et le pape appellent à l'aide en 1095 les pays d'Occident, et c'est le petit peuple, les paysans, des artisans, qui répond à l'appel et qui s'en va en guerre sainte, massacrant sur son passage les juifs et pillant les villes. C'est la première croisade. Mais lorsqu'ils arrivent face aux Turcs seljoukides, forcément, ils se font massacrer, parce que les mecs, c'est pas des soldats. C'est alors au tour des armées des grands seigneurs de partir, et après quelques pillages et un peu de cannibalisme, ils parviennent à prendre Jérusalem, profitant des rivalités entre les différentes cités-États des Turcs seljoukides. Et tant qu'à faire, certains seigneurs en profitent pour s'approprier ces territoires qu'ils nomment États latins d'Orient, omettant par là même de les rendre à leur allié, l'Empire romain d'Orient. On crée aussi l'ordre des Templiers en 1129, qui a pour mission de protéger les pèlerins pour Jérusalem. Et ces Templiers, ils vont avoir du boulot, parce que durant les 2 siècles suivants, il va y avoir 7 nouvelles croisades. Tout un fiasco total, les croisés rentrent souvent bredouilles, et parfois même ils attaquent leurs alliés orthodoxes plutôt que les musulmans. En 1151, suite à la 2e croisade, la reine Aliénor d'Aquitaine quitte son mari, le roi Louis VII, pour se remarier à Henri Plantagenet, qui est duc de Normandie et comte d'Anjou. Donc à eux deux, ils ont un bon bout de territoire. Et lorsqu'Henri Plantagenet hérite du trône d'Angleterre en 1154, tous ces territoires deviennent anglais. Être concassé entre l'Angleterre et les comtés et duchés autonomes, ça plaît pas trop au nouveau roi Philippe Auguste qui décide de reconquérir ces territoires, agrandissant ainsi le domaine royal de Francie. Pour la première fois en 300 ans, le roi redevient le prince qui a le plus grand territoire du royaume. Mais il n'y a pas que Philippe Auguste qui veut étendre son influence, il y a aussi le pape qui a un rôle très important en Occident, mais pas dans le comté de Toulouse qui est un comté très indépendant et où une minorité de l'élite est adepte de courants chrétiens divergents, amalgamés sous le terme de cathare. Et en 1209, le pape lance donc une croisade pour les exterminer, ce qui aboutit en 1229 à la création d'un tribunal spécialisé dans le jugement des hérétiques, l'Inquisition. De son côté, Louis IX en profite pour soumettre le comté de Toulouse, et tout au long du XIIIe siècle, le domaine royal de France étend son territoire, centralise le pouvoir à Paris et diffuse la monnaie royale et la langue du francien parmi l'élite. Mais un duché est resté aux Anglais, c'est la Guyenne, et pour sceller un traité de paix entre les deux pays, le roi de France Philippe le Bel marie sa fille au roi d'Angleterre Édouard II. Ces derniers ont un fils, Édouard III, qui devient lui-même roi d'Angleterre. Puis le 3e fils de Philippe le Bel monte sur le trône, c'est Charles IV, mais à sa mort en 1328, il n'a pas de successeur excepté Édouard III.
Or, lui donner le pouvoir revient à assujettir la France à l'Angleterre, ce qui ne plaît pas trop à la famille royale. On donne donc le pouvoir au cousin de Charles IV, Philippe VI. Au début, Édouard III accepte, mais lorsque Philippe VI lui reprend la Guyenne, il décide en retour de réclamer le trône de France, ce qui aboutit en 1337 à la guerre de Cent Ans. Pendant près de 30 ans, les soldats français se font botter les fesses par les Anglais, qui ont entre autres une super flotte navale et des arcs longs hyper efficaces. Mais il n'y a pas que les soldats qui meurent. En 1348, la peste noire tue un tiers des Européens, soit 25 millions de personnes, à laquelle s'ajoute la famine due à la guerre et les révoltes des paysans qui se soulèvent contre les nobles, les soldats pillards et l'impôt du roi. Tout ça donne un bon gros climat de terreur. Il y a une petite accalmie durant le règne de Charles V, mais son successeur Charles VI devient fou et ne peut plus gouverner. Deux camps se disputent alors le pouvoir. Celui du duc d'Orléans, frère de Charles VI soutenu par la famille des Armagnac, et celui du duc de Bourgogne, conseiller et cousin de Charles VI. Et après moult batailles, meurtres et exactions de la part des deux camps, laissant l'Angleterre libre de conquérir le nord du pays, Charles VII, le fils héritier de Charles VI, s'allie aux Armagnac contre les Bourguignons. En réaction, les Bourguignons s'allient aux Anglais et font signer à Charles VI le Fou un traité qui déshérite son propre fils au profit du roi d'Angleterre. Les Anglais attaquent les Armagnacs en 1428 à Orléans, tandis qu'au même moment, une femme appelée Jeanne d'Arc dit entendre la voix du Seigneur qui la pousse à libérer la France et à placer sur le trône Charles VII. Elle convainc ce dernier de l'envoyer à Orléans, où elle réussit à redonner du courage aux soldats français qui parviennent grâce à elle à repousser les Anglais. La voie est alors ouverte vers Reims pour que Charles VII s'y fasse sacrer roi, puis Jeanne d'Arc continue sur sa lancée vers la région parisienne où elle se fait capturer et livrer aux Anglais pour être brûlée vive à Rouen en 1431. De son côté, Charles VII signe la paix avec les Bourguignons en leur donnant leur indépendance, ce qui met fin à la guerre civile et lui permet de repousser les Anglais en 1453 et de reprendre la Guyenne. C'est la fin de la guerre de 100 ans qui a en fait duré 116 ans. Puis la France agrandit toujours plus son territoire, annexant les régions autour d'elle. En Bretagne, Charles VIII se marie à Anne de Bretagne afin d'intégrer progressivement ce duché à la France. Puis Charles VIII, Louis XII et François Ier entrent en conflit avec l'Espagne pour la domination de la Bourgogne et des États italiens, menant à de nombreuses batailles, dont Marignan. Mais suite à la découverte par erreur de l'Amérique en 1492 et de la conquête des territoires amérindiens, la dynastie des Habsbourg d'Espagne amasse énormément de richesses et de puissance. Et lorsque l'Habsbourg Charles Quint arrive sur le trône, il hérite par le jeu des alliances et des mariages dans sa famille d'un immense empire. Et pour rivaliser avec lui, François Ier s'allie à l'est au puissant empire ottoman de Suleiman le Magnifique qui veut lui aussi s'étendre en Europe, et à l'ouest, il envoie Jacques Cartier coloniser l'Amérique du Nord en espérant y trouver fortune comme son rival espagnol. Mais il ne trouve pas d'or et les hivers y sont très rudes, ce qui fait que la France se désintéresse de cette région jusqu'à ce que la rentabilité croissante du commerce de fourrure avec les Amérindiens fasse renaître un intérêt pour ces terres dès 1597, marquant la reprise de la colonisation de la Nouvelle-France. Mais revenons à François Ier. En interne, il renforce le pouvoir du roi en affirmant sa supériorité face aux autres seigneurs et il importe en France les principes de la Renaissance italienne, Renaissance littéraire qui s'accompagne de la diffusion de la langue française et Renaissance artistique en rénovant des châteaux forts d'abord dans un style italien, puis dans un style propre à la France. Mais entre-temps, dans le Saint-Empire germanique, un prêtre nommé Martin Luther dénonce les travers de l'Église catholique, et notamment le système des indulgences qui consiste à réduire son temps de pénitence après la mort en échange d'un don d'argent. De nombreux princes allemands se rallient à sa cause et se font appeler plus tard les protestants. Ce mouvement se divise en plusieurs courants et se propage en France, où les protestants sont appelés les huguenots. La France se divise entre catholiques et protestants qui se massacrent durant tout le XVIe siècle, le plus connu étant le massacre des protestants de la Saint-Barthélemy en 1572, et ces massacres font des centaines de milliers de morts civiles dans les deux camps, c'est ce qu'on appelle les guerres de religion. Mais en 1588, l'héritier légitime du trône, c'est Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais le problème, c'est qu'il est huguenot, et il finit donc par se convertir au catholicisme pour mettre de son côté la communauté catholique et accéder au pouvoir. Mais il promulgue en 1598 l'édit de Nantes qui autorise la liberté de culte et l'égalité des droits des huguenots. En 1610, Henri IV se fait assassiner, et une fois en âge de gouverner, son successeur Louis XIII concentre toute sa confiance dans un seul conseiller, le cardinal Richelieu, qui souhaite renforcer l'autorité royale.
Il interdit les places fortes des Huguenots qui commençaient à devenir un contre-pouvoir, il augmente fortement les impôts pour financer une guerre contre les Habsbourg provoquant des soulèvements populaires, et il réduit les privilèges des nobles et du Parlement, perdant ainsi leur soutien. Cette politique est continuée sous Anne d'Autriche et son conseiller Mazarin, et les parlementaires puis les princes finissent par se révolter en tentant de prendre le pouvoir. On appelle cet événement la Fronde. Mais Mazarin réprime tout ça bien violemment, et en s'alliant avec l'Angleterre, il parvient à gagner la guerre contre l'Espagne en 1659. Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir Louis XIV, qui veut gouverner sans Premier ministre et qui développe à l'extrême l'absolutisme royal. Premièrement, il se déclare le représentant de Dieu sur terre. C'est maintenant lui qui nomme les évêques, et il révoque l'édit de Nantes, provoquant un exode massif des protestants. Deuxièmement, il incite les gouverneurs de province et la grande noblesse à résider dans son nouveau château de Versailles pour mieux les contrôler. Et enfin, il unifie sous son contrôle l'armée, qui était auparavant détenue par différents nobles, et en profite pour l'agrandir fortement, ce qui lui permet d'affronter tout au long de son règne les puissances européennes pour la domination de l'Europe, mais aussi du monde. Car les progrès scientifiques et l'essor de la bourse ont donné les moyens à des compagnies commerciales privées d'Angleterre, des Provinces-Unies et de France de s'implanter dans de nombreux pays pour y développer des échanges commerciaux et, si possible, pour les conquérir. Durant le XVIIe siècle, la France implante des comptoirs commerciaux dans l'océan Indien et en Afrique et conquiert les Antilles en exterminant les peuples caribes, puis met en place sous Louis XIV le commerce triangulaire via la traite des Noirs. En gros, on envoie des productions européennes en Afrique qu'on échange contre des esclaves fournis par des Africains. Ces esclaves sont envoyés comme main-d'œuvre aux plantations antillaises où ils sont échangés contre la production coloniale qui est elle-même revendue en Europe. Ces premières colonies donnent une dimension mondiale au conflit européen qui les implique dorénavant dans leurs négociations de guerre. Tout d'abord la Nouvelle-France, que Louis XIV doit en partie céder aux Anglais suite à la guerre de succession d'Espagne, puis que Louis XV cède entièrement après la guerre de 7 ans, laissant aussi aux Anglais le contrôle de l'Est de l'Inde, ce qui confirme l'Angleterre comme première puissance mondiale. Et enfin, dès 1775, les États-Unis, que la France aide dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais, ce qui a d'ailleurs comme conséquence de fortement aggraver la dette française. En parallèle, un nouveau mouvement philosophique et intellectuel se forme en Angleterre et aux Provinces-Unies et se répand en France. C'est le mouvement des Lumières. C'est la révolution des esprits, avec Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu. Pour la première fois, un pouvoir intellectuel se crée en dehors des institutions monarchiques ou religieuses. On discute de droits humains, on conteste l'autorité de l'Église et on remet en question la monarchie absolue. Les Lumières poussent les nobles et les bourgeois à vouloir participer davantage au pouvoir, tandis que le reste du peuple est à bout à cause des mauvaises récoltes. Mais de son côté, Louis XVI s'inquiète plus de la grave dette française, qu'il veut réduire en faisant payer pour la première fois des impôts aux nobles, ce qui fait qu'il se les met à dos. Pour résoudre cette crise, Louis XVI organise pour 1789 une grande concertation avec les députés du clergé, de la noblesse et du tiers-état composés de la bourgeoisie et du petit peuple. C'est ce qu'on appelle les États généraux. C'est alors que les députés bourgeois du tiers-état, sous-représentés dans les États généraux alors qu'ils représentent 96% de la population, saisissent leur chance. Le 20 juin 1789, ils se réunissent dans la salle du Jeu de Paume pour rédiger la Constitution et créer l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif est désormais séparé du pouvoir exécutif royal. Le 14 juillet, la prison de la Bastille est prise par le peuple. La Révolution française est en marche. Les révolutionnaires mettent fin aux privilèges des nobles, déclarent les hommes libres et égaux en droit, mettent en place une monarchie constitutionnelle en 1791 et déclarent même la fin de l'esclavage en 1794 suite à la révolte de Saint-Domingue, futur Haïti. Mais à côté de ça, leur politique devient de plus en plus intolérante, à la fois contre les opposants à la Révolution, qui sont emprisonnés ou déportés, et aussi contre le clergé catholique, ce qui provoque de fortes tensions dans toute la France. Les nobles s'enfuient dans d'autres monarchies, à qui ils demandent d'intervenir. Deux camps se forment alors. Les modérés, représentés par Barnave et Lafayette, qui veulent arrêter la Révolution et consolider la monarchie constitutionnelle en faisant la guerre aux ennemis extérieurs, et les radicaux, représentés par Danton et Robespierre, qui veulent aller jusqu'au bout de la Révolution en proclamant une république et en éliminant d'abord les réfractaires à l'intérieur du pays. Les deux camps finissent par s'entendre pour entrer en guerre contre l'Autriche et pour proclamer la République le 21 septembre 1792. Et ils guillotinent Louis XVI en 1793, ce qui lève une nouvelle coalition de monarchies contre la France, et 300 000 Français additionnels doivent alors partir à la guerre.
C'est la goutte de trop pour de nombreuses régions qui, déjà marquées par les mesures anti-religieuses, se révoltent. Et au nord-ouest, la révolte se transforme en une guerre de Vendée ultra-violente entre révoltés et révolutionnaires qui fait près de 150 000 morts. En parallèle, Robespierre, soutenu par les sans-culottes, fait arrêter tous les députés modérés, prend le pouvoir et fait guillotiner toute personne suspectée d'être contre-révolutionnaire, dont Danton, son ancien allié. Tout le monde est suspect, c'est la terreur dans toute la France. Robespierre est renversé en 1794 et ce sont les révolutionnaires du centre, les républicains thermidoriens, qui prennent le pouvoir et qui mettent un terme à la terreur. Pour gouverner, il crée un directoire composé de 5 personnes. Et pendant ce temps, l'armée révolutionnaire remporte pas mal de victoires et instaure des républiques dans les territoires conquis. Et un général du nom de Bonaparte se démarque en Italie et en Égypte et gagne en popularité. Et il profite de l'instabilité politique du directoire pour rentrer en France, faire un coup d'État en 1799 et devenir consul à vie. Napoléon Bonaparte remet de l'ordre dans le pays, crée la Banque de France, le Code civil, réconcilie l'État avec le catholicisme et rétablit l'esclavage dans les colonies. Puis en 1804, l'Angleterre exige de la France qu'elle évacue la Hollande et la Suisse. Et avec cette menace d'une nouvelle guerre, Napoléon fait accepter aux Français par plébiscite qu'ils deviennent empereurs. L'Angleterre met en place un embargo sur les navires français, et la flotte anglaise étant trop difficile à battre, Napoléon décide plutôt de l'étouffer économiquement. Mais pour faire ça, il doit dominer toute l'Europe. En 8 ans, il parvient à conquérir une grande partie de l'Europe jusqu'aux portes de la Russie, sans qu'aucune coalition ne réussisse à l'arrêter. Mais lorsque l'armée napoléonienne arrive à Moscou, les moscovites abandonnent leur ville et la brûlent. Sans abri ni nourriture, les troupes de Napoléon meurent de froid. Et c'est à partir de ce moment-là que Napoléon connaît de multiples défaites qui aboutissent à l'invasion de la France par la coalition. Napoléon est exilé, mais il revient pour 100 jours en 1815, subit une lourde défaite à Waterloo contre les Anglais et est définitivement exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Les coalisés mettent alors en place une nouvelle monarchie constitutionnelle avec Louis XVIII, le frère de Louis XVI. C'est la restauration de la monarchie. Puis son frère ultra-royaliste Charles X lui succède, il censure la presse, favorise les riches et donne du pouvoir politique à l'Église, ce qui mène à une nouvelle révolution de 3 jours en juillet 1830 qui met au pouvoir Louis-Philippe, qui fait lui-même des erreurs similaires qui mènent à une 3e révolution en 1848. Les républicains parviennent cette fois à proclamer la Deuxième République et en attendant l'élection du président, le gouvernement provisoire met en place la liberté de la presse et des réunions, l'abolition de l'esclavage, la limitation du travail à 10 heures par jour et le suffrage universel masculin qui aboutit à l'élection pour 4 ans du premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est pas mal soutenu par les paysans. Mais 3 ans plus tard, il fait un coup d'État qui est accepté par plébiscite par le peuple, il se proclame empereur en tant que Napoléon III et mène une politique autoritaire qui réprime les révoltes, restreint les libertés, mais par là même met en place un cadre politique et économique stable, qui permet premièrement la relance de la colonisation, qui avait déjà débuté sous Louis XVIII et Charles X avec la conquête d'Alger, et qui s'intensifie sous l'Empire avec la conquête de territoires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans le Pacifique. Et deuxièmement, cette stabilité permet de reconstruire complètement Paris avec le baron Haussmann et de rattraper le retard d'industrialisation de la France face à l'Angleterre avec la construction du chemin de fer financé par les nouvelles banques d'affaires. Se consolident alors 2 nouvelles classes sociales, la bourgeoisie d'affaires liée aux grandes entreprises et la classe ouvrière en proie à la misère pour lesquelles Napoléon III dépénalise la grève en 1864. Le régime, qui est solidement installé dans les campagnes, est contesté par la petite classe moyenne et une nouvelle révolution pointe le bout de son nez. Pour l'éviter, Napoléon III donne plus de pouvoir aux parlementaires et en 1870, il profite d'une provocation prussienne et de l'atmosphère patriotique du moment pour déclarer la guerre à la Prusse et sa coalition d'États allemands afin d'affirmer son pouvoir dans une guerre qu'il pensait gagner d'avance. Mais très vite, la France subit de multiples défaites. Napoléon III est fait prisonnier et la coalition prussienne et allemande se dirige vers Paris. D'un côté, les ouvriers et artisans parisiens et les députés d'extrême gauche veulent profiter de l'emprisonnement de Napoléon III pour proclamer la République et continuer la guerre pour repousser les Prussiens. De l'autre, les députés républicains hésitent. Eux aussi, ils veulent la République, mais via des élections pour être légitimes auprès de toute la France et pas seulement auprès des Parisiens. Et pour avoir des élections, il faut la paix. Mais sous la pression populaire, les députés républicains finissent par proclamer la République et l'état de guerre le 4 septembre 1870.
Paris est alors assiégé et les Parisiens civils et la garde nationale défendent la ville, tandis que certains députés républicains tentent de négocier en secret la paix, se mettant à dos les Parisiens. La paix est finalement signée le 28 janvier 1871, suivie de l'élection d'une Assemblée nationale royaliste et d'un vote national qui élit Thiers comme chef de la République. Mais les Parisiens sont pas d'accord et en mars 1871, lorsque Thiers veut leur retirer leurs canons, les Parisiens et la garde nationale se révoltent et forment le gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris, mouvement qui se propage à Lyon, Marseille et Toulouse. Les communards parisiens mènent une guerre contre le gouvernement français réfugié à Versailles et finissent par être massivement exécutés sur l'ordre de Thiers. Ce massacre met fin à la Commune de Paris et marquera pendant longtemps le mouvement ouvrier. En parallèle, les conditions de la paix imposées par la Prusse font mal. Il faut payer une indemnité de 5 milliards de francs or et la France perd l'Alsace et la Moselle. Suite à cette défaite, les fondateurs de la Troisième République sont imbibés d'un fort patriotisme et d'une croyance fervente dans la République et dans le progrès. Et ces valeurs, ils vont les diffuser à travers leurs réformes. Diffusion des valeurs républicaines avec la Marseillaise, Marianne, le jour férié du 14 juillet, développement des libertés des Français et mise en place de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais il y a aussi des effets pervers comme l'unification de l'histoire diffusée aux écoliers, en présentant les Gaulois comme l'ancêtre commun de tous les Français, en évinçant l'histoire des régions au profit de l'histoire du domaine de Francie, et en présentant la République comme l'accomplissement ultime du progrès. Et enfin, la Troisième République relance la colonisation, qui est présentée comme un devoir d'apporter la civilisation et accessoirement le christianisme au peuple colonisé. Et elle met en place en 1881 le Code de l'indigénat, qui déclare les peuples colonisés comme des sujets de la France et non pas comme des citoyens. Et l'Angleterre, la France et d'autres pays européens se partagent l'Afrique, créant des frontières qui divisent les peuples africains, tandis qu'en Asie, la France continue sa conquête de l'Indochine. En France arrive la seconde révolution industrielle, avec les progrès dans l'électricité et l'automobile. Et maintenant que la République est en place, de nouveaux mouvements socialistes se forment, dont certains veulent, entre autres, la création d'un impôt plus égalitaire, adapté aux revenus. Et tandis qu'une rupture se forme entre la gauche et la droite, à partir de 1894, l'affaire Dreyfus exacerbe cette rupture sur un fond de haine anti-juif, au point de marquer la France sur plusieurs générations. Et on arrive en 1914. Alors, il faut comprendre que depuis la guerre de 1870, les pays d'Europe s'efforcent de créer des alliances avec d'autres pays pour se renforcer. Et lorsqu'un Serbe de Bosnie assassine l'héritier du trône austro-hongrois, François Ferdinand, c'est tout ce système d'alliances qui se déclenche et qui provoque la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi mondiale ? Tout d'abord parce que les pays colonisés sont énormément réquisitionnés. Et en plus, tout au long de la guerre, de nouveaux pays intègrent l'une ou l'autre de ces alliances. En France, la guerre contre l'Allemagne se transforme vite en guerre de tranchées qui fait plus de 1,7 million de morts, et quand tout ça se termine en 1918, la guerre et la révolution bolchevique en Russie ont provoqué la chute de 4 empires et ont transformé la carte de l'Europe. De son côté, la France récupère l'Alsace-Lorraine et fait payer de très fortes indemnités de guerre à l'Allemagne qui est humiliée. Suite à la crise financière de 1929, la montée d'un nationalisme chez les Italiens, les Allemands, mais aussi en France, amène les trois partis français de gauche à se rassembler au sein du Front populaire, qui gagne les élections en 1936 et donne de nombreux droits aux ouvriers. Tandis qu'en Allemagne, Hitler gagne les élections en 1932 et met en place une politique totalitaire, qui impose une idéologie fondée sur la création d'un homme nouveau et d'une nation forte avec les Aryens, une politique expansionniste et des boucs émissaires, les Juifs et autres minorités. L'Allemagne annexe l'Autriche en 1938, puis la Tchécoslovaquie, mais l'Angleterre et la France ne sont pas prêtes à faire la guerre, et il faut attendre l'invasion de la Pologne en 1939 pour qu'ils déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est la Seconde Guerre mondiale. La France se protège derrière la ligne Maginot, mais le 10 mai 1940, les Allemands lancent une offensive éclair qui la pousse à demander l'armistice. Ils divisent la France en deux zones, l'une occupée, sous contrôle allemand, et l'une dite libre, laissée au maréchal Pétain, qui s'installe à Vichy et qui collabore avec les Allemands, menant entre autres à la déportation de 76 000 Juifs. De son côté, le général de Gaulle s'enfuit en Angleterre, d'où il organise la résistance à la fois en France avec Jean Moulin et à l'extérieur en ralliant progressivement les colonies françaises avec l'aide de l'Angleterre. En 1944, une grande partie de l'Europe se fait libérer par l'URSS qui prend possession de ces pays avec les accords de Yalta. Et en France, les débarquements de Normandie et de Provence mènent à la libération le 8 mai 1945.
Mais le Japon étant toujours en guerre, les Américains lancent 2 bombes nucléaires qu'ils font capituler. Bilan de cette guerre, 18 millions de militaires morts et 45 millions de civils morts, en partie via les camps d'extermination. Mais la fin de la guerre ne met pas fin au massacre. Tout d'abord en France, où la libération provoque une vague anti-collabo qui mène à l'exécution sommaire de 9000 personnes, mais aussi pour les Algériens, pour qui l'armistice du 8 mai 1945 est aussi l'occasion de manifester contre la colonisation et pour leur indépendance, au vu de leur très forte participation à la libération de la France. Mais la France réprime très fortement ces manifestations, faisant des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Cet événement annonce l'arrivée d'un grand mouvement de décolonisation. Alors, pourquoi ? Tout d'abord parce qu'en 1941, Roosevelt et Churchill avaient promulgué la Charte d'Atlantique en réaction aux invasions allemandes, qui donne le droit à tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre. Ajoutez à ça une Europe très affaiblie, la création de l'Organisation des Nations Unies qui souhaite cette décolonisation, et la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS qui soutiennent chacun de leur côté les peuples colonisés, et bam, les pays colonisés se révoltent. En 1946, en Indochine, les Viet Minh communistes luttent pour leur indépendance et gagnent la guerre contre la France en 1954. Et cette même année, c'est l'Algérie qui se révolte, entraînant une guerre sanglante contre la France. Elle gagne son indépendance en 1962, mais de nombreux Algériens qui avaient été enrôlés dans l'armée française sont alors contraints, pour ne pas se faire tuer, de se réfugier dans une France qui les délaisse. Cette guerre d'Algérie provoque carrément la chute de la 4ème République et ouvre la voie des négociations pour tous les autres pays colonisés, dont certains choisissent de rester français et d'autres accèdent progressivement à l'indépendance, bien que la France garde très souvent un fort contrôle au niveau monétaire, économique et financier dans ces pays. Mais revenons en France. En 1944, les femmes obtiennent pour la première fois le droit de vote, puis le Comité national de résistance nationalise l'énergie, les assurances et les banques et crée la sécurité sociale. Pendant ce temps-là, les Français, eux, ils font plein de bébés, et dans le contexte de la guerre froide, la France signe un traité militaire avec les États-Unis en intégrant l'OTAN, ce qui lui permet de bénéficier, comme beaucoup d'autres pays européens, d'une aide financière qui booste sa croissance, le plan Marshall. Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958, met en place la 5ème République, s'éloigne des États-Unis et démissionne suite à mai 68 et son référendum, tandis que les pays d'Europe se rassemblent en une communauté économique européenne qui devient en 1992 l'Union européenne. Le commerce entre les pays du monde s'intensifie, provoquant une mondialisation des échanges qui s'étend dans plein d'autres domaines comme la culture, les sciences ou encore l'information, notamment avec Internet. Et l'impact de la mondialisation et de l'augmentation de la consommation mondiale entraîne de multiples dérives qui vont jusqu'à déstabiliser l'écosystème de la planète. Quelle solution l'humanité va-t-elle trouver face à ce nouveau problème écologique mondial ? C'est l'histoire qui nous le dira. Et voilà pour l'histoire de France. J'espère que ça t'a plu. Si oui, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et n'hésite pas à la diffuser à ta famille, tes amis, tes enfants. Je suis sûr que ça peut intéresser pas mal de monde. Et si t'as des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Bien entendu, chaque seconde de cette vidéo a déjà fait l'objet d'un livre entier, donc je t'invite, si t'es novice en histoire, à te renseigner plus en profondeur afin d'apporter des nuances et des compléments à tout ce que je viens de dire. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos qui peuvent être une bonne première étape pour approfondir tout ça. Et si tu as envie de me soutenir, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre quand il sera actif afin de m'aider financièrement. Et tu peux aussi m'aider grandement en faisant un don sur le lien Utip qui est en description. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sur ce, à bientôt.